Euh, Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui, dans les coulisses du passé, chronique de nouveaux chantiers écoles en archéologie historique. Je tiens à vous préciser que notre webinaire serait enregistré et serait disponible sur nos plateformes de web en diffusion. Et également, nous sommes directs sur notre page Facebook. Vous pouvez poser vos questions sur l'outil questions et réponses sur le webinaire ou sur Facebook. Donc, on commence. Je suis Alison Bain, professeure en archéologie à l'Université Laval et co-directrice du chantier école. Ce midi, ça nous fait plaisir de présenter notre chantier école du printemps 2021. Je vous invite à oublier la neige pour le moment et à penser à nos beaux terrains en archéologie. D'abord, je commence cette activité avec une reconnaissance territoriale. Nous tenons à remercier et honorer la nation Huron-Wendat, la nation Innu, la nation Atikamekw et la nation Abenakis qui nous accueillent sur le territoire de la ville de Québec, maintenant partagé avec nous toutes et tous. Dans nos pratiques en archéologie, c'est important de reconnaître le fait que le territoire connu maintenant comme ville de Québec était toujours partagé par plusieurs nations. Ce midi, nous sommes une équipe de 5 personnes pour cette présentation. Ma collègue est la co-directrice du chantier école, ainsi que nos étudiants, Antoine Lepage et Melissa Labonté-Leclerc, nous présentent leurs expériences sur le terrain et au laboratoire. Ce projet fait partie d'une collaboration avec la Ville de Québec et notre collègue archéologue à la Ville, Stéphane Noël, va nous expliquer le rôle de la Ville dans ce beau projet. Mais qu'est-ce que c'est un chantier école en archéologie? Un chantier école est d'abord un cours obligatoire pour nos étudiants dans le baccalauréat en archéologie. Pendant cette programmation, nous offrons une formation pratique. Les étudiants suivent souvent ce cours pendant la 2e et 3e année de leur baccalauréat. Et après 2 ans sur les bancs d'école, ils ont hâte de mettre en pratique leurs connaissances. Notre chantier école est aussi une formation professionnelle, une formation unique au Québec et chaque année, quelques étudiants à la maîtrise sont formés avec nous. La plupart de nos chantiers, comme j'ai mentionné, sont en collaboration avec la Ville de Québec et puis on célèbre cette année 40 ans de collaboration. Mais comme on fait une vraie fouille archéologique sur un vrai site archéologique, toute cette recherche commence avec un permis de recherche qui est livré par le ministère de la Culture et de la Communication. C'est un chantier de formation, mais aussi un projet de recherche. Donc, on dépose dans notre demande nos questions de recherche qui vont nous guider lors de nos 5 semaines sur le terrain. Les sites sont choisis pour une certaine complexité chronologique. On espère avoir des sites qui témoignent de plusieurs siècles d'occupation, si possible, ainsi que des vestiges à documenter. Par le mot vestige, on parle des murs, drains, puits, etc. Et c'est à laquelle c'est un défi, excusez-moi, pour nos étudiants d'apprendre à documenter ce matériel. On cherche aussi une culture matérielle intéressante, ça veut dire des artefacts, afin de nous aider dans la compréhension de notre site. Le chantier dure chaque année pour 5 semaines. Les étudiants travaillent en petite équipe et pendant leurs expériences, ils apprennent à fouiller et documenter pendant 4 semaines. Les dessins sont faits, comme vous voyez ici, en gros, ou pour la plupart, à la main, et chaque vestige est documenté en détail. Tout ce travail est accompagné par des multiples fiches d'enregistrement et des nombreuses photos. La 5e semaine du projet pour les étudiants se passe au laboratoire. Pendant cette période, tous les objets trouvés pendant le terrain, comme vous voyez dans votre écran, dans un bac sale, tout est lavé, nettoyé et bien documenté. Encore une fois, toutes ces étapes dans ce processus font partie de la formation professionnelle en archéologie. Après une pause en 2020, la saison de 2021 a été une année importante pour nous parce qu'on a commencé une nouvelle campagne de fouilles sur le site de la ferme Cadet. Et maintenant, je passe la parole à notre collègue à la Ville, Stéphane Noël, qui nous explique maintenant pourquoi et comment ce site a été choisi.
Merci, Alison. Bon, ben, ça me fait plaisir aujourd'hui de présenter le site de la ferme de Cadet. On vous amène aujourd'hui sur une ancienne terre agricole sur le bord de la rivière Saint-Charles, à environ 5 km de... Oh, un instant. Bon. Bon, il s'agit d'un terrain vague, en fait, qui appartient maintenant à la compagnie Saint-Charles. Donc, je vais expliquer un peu le rôle de la Ville de Québec. Là, depuis, comme Alison le disait, depuis 1982, la Ville de Québec appuie le chantier école en archéologie de l'Université Laval grâce à l'entente de l'événement culturel qui est intervenu entre la Ville puis le ministère de la Culture et des Communications. Au fil du temps, les sites majeurs ont été fouillés, documentés et mis en valeur par le travail des chercheurs de l'Université Laval, comme par exemple à l'îlot des Palais ou à l'îlot Hunt, qui est maintenant le Verge Saint-Antoine. Donc, la Ville est vraiment contente aussi de contribuer à la formation d'environ 450 étudiants au métier d'archéologue. Puis il va sans dire là, que le partenariat qu'on a développé avec le temps a vraiment permis d'acquérir des connaissances incroyables sur l'histoire de la Ville de Québec, puis au bénéfice des citoyens et des visiteurs, mais aussi de faire connaître la Ville de Québec comme un haut lieu de l'archéologie en Amérique du Nord. Je pense, OK, c'est bon, ça marche, parfait. Juste un peu pour introduire là, les recherches préliminaires. Depuis quelques années, la Ville de Québec offre son soutien à notre partenaire, qui est la compagnie Saint-Charles, pour l'aider à bien gérer le patrimoine archéologique qui se trouve sur leur terrain. Donc, en 2019, j'ai commencé à faire des recherches historiques, puis j'ai réalisé un inventaire archéologique. Puis ensuite, je vais revenir tantôt plus en détail là-dessus. Puis j'ai aussi fait un inventaire en archéologique en 2021, l'an dernier, dont les résultats sont encore en cours d'analyse. Je pense que je sais pas si Alessandre, tu peux changer. OK, c'est beau, parfait. Mais avant de parler d'archéologie, on va parler un peu d'histoire. Je vais faire un très bref résumé de l'occupation historique. En fait, les terres ont commencé à être concédées dans ce secteur-là à partir des années 1660, mais il faut probablement attendre plus des années 1670 avant que vraiment une habitation soit construite, un colon s'installe sur la terre. À la fin du 17e siècle, au début du 18e, la terre est morcelée et puis vendue à différents propriétaires, dont certains y habitent, mais d'autres la font cultiver par des engagés, en fait des employés. C'est sûr. Puis tout au long de son histoire, la terre avait une vocation agro-domestique, donc les gens y vivaient, puis les gens l'exploitaient, ils la cultivaient. Fait intéressant, la terre, à partir de 1752, il y a le riche homme d'affaires Joseph Michel Cadet qui acquiert tous les terrains qui couvrent cette pointe de terre-là qui s'avance dans la rivière Saint-Charles. Mais cette acquisition-là n'est pas aléatoire. Il y avait vraiment besoin de terres agricoles parce que, entre autres, en 1756, il y a eu un contrat d'approvisionnement pour approvisionner toute l'armée française en Nouvelle-France, les malades des hôpitaux, puis aussi les alliés autochtones. Intéressant aussi, après la conquête, il est retourné en France. Il a été emprisonné en lien avec l'affaire du Canada, accusé de corruption et de scandales financiers. Il n'a toutefois pas été reconnu coupable, mais il n'a jamais remis les pieds au Canada. Il est resté en France, puis la terre finalement a été vendue à 1766. Tout au cours du 18e jusqu'au 20e siècle, il y a vraiment eu plusieurs propriétaires qui se sont succédés sur le terrain, dont le seigneur Henry Caldwell. En 1826, la ferme est achetée par un William Bell, qui est un constructeur naval bien reconnu. Mais je pense qu'il avait envie de finir un peu ses vieux jours sur une ferme sur le bord de la rivière. C'était vraiment un terrain idéal, qu'il disait. Puis ensuite, ses fils, William et David, ont créé une poterie au coin sud-est du terrain. Pour vous situer, la manufacture serait à peu près un peu au sud de l'intersection du boulevard Wilfrid Hamel puis de l'avenue Saint-Sacrement. Puis ensuite, en fait, David s'occupait de la poterie. William a continué à exploiter la terre. Puis de fil en aiguille, bon, les gens sont décédés. La terre est restée dans la famille Bell pendant quand même plusieurs années, jusqu'en 1945, au moment où la compagnie Saint-Charles l'a achetée. Et pourquoi le nom ferme de Cadet? En fait, c'est parce que, en faisant mes recherches historiques dans les journaux, c'est intéressant parce que même après qu'elle était partie, fait que tous les articles de journaux
qui, mettons, mettaient dans les petites annonces, qui mettaient le terrain à vendre à la fin du 18e siècle puis au début du 19e siècle. Ils font toujours référence à la ferme de Cadet. Puis en fait, ça démontre que le nom de Cadet est vraiment resté attaché à la terre dans la tradition populaire. Puis assez pour que même 60 ans après que la terre a été vendue, il continue à subsister ce nom-là. C'est pour ça que j'ai gardé ce nom-là pour le nom du site. Et puis maintenant, je vais parler un peu de l'archéologie, l'inventaire de 2019. En fait, pour l'inventaire de 2019, on a vraiment ciblé le secteur qui avait un plus fort potentiel historique, la partie sud-ouest du site. Oups. Parfait. Pendant nos recherches, on a mis au jour de nombreux vestiges en maçonnerie, d'au moins 4 bâtiments. Donc, un premier bâtiment qui pourrait dater de la fin du 17e ou début du 18e siècle, qui est plus dans ce secteur-ci. On a aussi un autre bâtiment qui daterait du 18e siècle, qui a aussi été agrandi, celui-ci aussi. Puis, un autre bâtiment du 19e siècle, dont la fonction n'est pas encore connue. Puis, un autre, une habitation, une grande maison là, du 19e siècle, 19-20e siècle dans cet endroit-là. En plus des vestiges qu'on a trouvés, on a près de 3000 artefacts qui témoignent, artefacts et écofacts, dans les ossements d'animaux, par exemple, qui témoignent de l'occupation, des modes de vie des occupants là, à partir de la fin du 17e jusqu'au 20e siècle. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que cette première intervention archéologique-là a été très fructueuse, puis a vraiment permis de valider le potentiel archéologique immense de ce terrain-là. Puis en plus, ce qui ajoute de l'intérêt au site, c'est son intégrité, dans le sens qu'il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de construction moderne, il n'y a pas eu de tuyaux, d'aqueduc, égouts qui est venu perturber le terrain, donc les vestiges des artefacts. Les seules perturbations qu'on a, c'est des labos puis des marmottes, parce que les marmottes s'amusent à faire des trous sur le site. Donc, de fil en aiguille, en 2021, l'Université Laval se cherchait un nouveau chantier-école. Ce site-là est devenu un peu un choix naturel. Tout d'abord, il offrait une occupation sur une longue période de temps, comme Alycine le mentionnait tantôt. Il y avait plusieurs vestiges à documenter, des nombreux artefacts à analyser, puis de nombreuses questions de recherche aussi à poser. Donc, grâce à la précieuse collaboration qu'on a eue de la compagnie Saint-Charles, le chantier école s'est installé à partir de 2021 sur le site de la ferme de Cadet pour au moins 3 ans. Donc maintenant, je passerai la parole à ma collègue Karine pour la suite de la présentation. Je m'en viens. Ça fonctionne dessus. Excusez. J'ai cette chance. Bon, voilà, on y est arrivé. Alors oui, effectivement, après l'inventaire de Stéphane au site de la ferme Cadet, on s'est rendu compte de l'énorme potentiel archéologique et l'Université Laval a installé le chantier école pour au moins 3 ans. Alors en 2021, on est arrivé là avec un certain nombre d'objectifs en tête. D'abord, on voulait mieux comprendre les fonctions des différentes structures que Stéphane avait identifiées lors de son inventaire. On voulait en comprendre qui les occupait, quelles étaient les activités qu'on y pratiquait, aussi comprendre les modes de construction, comment c'était construit, tout ça. Un autre objectif qu'on avait en tête, un peu plus général, celui-là, quand on est arrivé au site de la ferme Cadet, c'était de comprendre la vocation agricole de ce secteur-là, périurbain, donc en périphérie de la ville de Québec. Une vocation qui est bien documentée historiquement pour les 17e, 18e et 19e siècles et dont la ferme Cadet représente un témoin privilégié. Alors, on essaie de comprendre un petit peu, notamment la transition entre le régime français et le régime anglais dans ce contexte agricole. Donc, c'est peut-être une partie de l'histoire de la ville qui est moins bien documentée archéologiquement. Alors, c'est vraiment une chance qu'on a de fouiller le site de la ferme Cadet pour mieux comprendre ça.
Alors, on est arrivé en 2021 et on a ouvert, on était une belle grande équipe, 5 opérations que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est une image drone, donc une image satellite qui a été prise à la fin des fouilles. Hein. Vous voyez que les fouilles sont terminées, les trous sont ouverts, on voit les vestiges sont exposés. Donc, 5 opérations, 3 siècles d'occupation. Donc, notre stratégie pour cette première année-là, c'était vraiment de couvrir autant l'espace que la chronologie qui a été documentée par Stéphane au site de la ferme cadette. Donc, on a vraiment couvert l'ensemble du site et l'ensemble des périodes. Chaque opération était prise en charge par un stagiaire à la maîtrise et 5 étudiants et étudiantes au baccalauréat en archéologie. Antoine vous parlera de son opération et de son expérience juste après moi. Mais je voulais quand même vous présenter ces 5 belles opérations-là. On en a une ici, tout près de la rivière. Hein. Les arbres que vous voyez ici bordent le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Donc, c'est l'opération qui est la plus proche de la rivière. Et c'était également dans ce secteur-là que Stéphane avait documenté les vestiges qu'il croyait être les plus anciens. Et c'était quand même assez fugace, alors on ne comprenait pas nécessairement bien. Notre objectif était donc de mieux comprendre ces vestiges potentiellement associés au régime français et vérifier quelques hypothèses que Stéphane avait émises. Est-ce qu'on est arrivé à atteindre nos objectifs? Oui, en partie, pas complètement. C'est souvent comme ça en archéologie. On a plus de questions qu'on en avait au départ. On a quand même réussi à identifier une 4e structure. Donc, officiellement, en plus des 3 structures qui avaient été identifiées par Stéphane, on en a maintenant une 4e que l'on croit effectivement associée au régime français, donc assez ancienne, probablement la plus ancienne pour l'instant sur le site. Mais on connaît encore bien mal la nature de cette structure. C'était quoi une maison, une dépendance, à quoi ça servait exactement. Vous voyez, les murs ici sont très sommaires, c'est des murs très simples, faits de pierre de champ, sans mortier. On avait des murs incomplets, seulement des sections. Donc, il nous manque encore un petit peu de données pour mieux comprendre ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je n'arrive pas à retourner. Ça avance tout seul. Voilà. OK, excusez-moi. Donc, on a encore beaucoup de questions. Vous voyez la belle équipe d'Étienne Corbeil autour d'une grosse roche, un bloc de pierre qui leur a donné un peu de fil à retordre. Alors, on ne sait pas trop, mais il semble y avoir autour de ce bloc-là un espace d'entreposage, mais entreposer quoi, pourquoi associé à des pierres et à ce gros bloc? C'est encore d'autres questions qui restent à élucider dans les années à venir, mais on a eu beaucoup de plaisir autour de cette opération-là, ça, c'est certain. Une autre opération, un petit peu plus en retrait de la rivière, pas très loin, deux opérations, pardon, associées à une structure du 18e siècle. Donc, c'est 2 autres opérations qu'on a ouvertes l'année passée. Là, je vais vous montrer, donc, je zoome un petit peu sur ces opérations-là. Vous voyez, hein, peut-être que vous voyez le coin d'une maison et il nous manque encore des sections de murs. On va poursuivre la fouille, mais on voit bien que ça vient rejoindre ce mur sud ici et on s'imagine que les autres coins sont à peu près là. Et on a un mur mitoyen qui sépare cette maison en 2 parties. Donc, potentiellement une première partie et un agrandissement par la suite, mais ça reste à vérifier. On vérifiera ça dans les années à venir, mais une chose qui va nous aider à comprendre justement la chronologie de cette habitation, c'est de regarder les différences au niveau des modes de construction. Et c'est ce que je vous montre sur la photo de droite. On remarque que
tous les vestiges, tous les murs associés à une même maison n'ont pas nécessairement été fabriqués de la même façon. Alors ça, on regarde ça attentivement. Est-ce que c'est des pierres des champs? Est-ce que c'est des pierres équarries? Est-ce qu'il y a du mortier ou il n'y en a pas? Parce que ça peut vraiment nous donner une bonne indication par rapport à la chronologie, aux différentes phases de construction, à l'organisation interne d'une maison. C'est des questions qui vont continuer à être posées parce qu'on n'est pas encore certains et certaines de la chronologie des phases de construction liées à cette habitation-là. Un autre vestige ici qui a attiré notre attention, c'est ça a l'air de rien comme ça, mais c'est la base d'une cheminée. Et puis, on va également essayer de comprendre, on va continuer à la fouiller l'an prochain et on va essayer de comprendre comment elle était intégrée, cette cheminée-là, dans l'architecture du bâtiment. Pour vous, peut-être que des fois, ce n'est pas nécessairement évident de reconstruire, de visualiser une maison, une cheminée à partir de ces petites sections de murs. Alors, je vous montre ici deux photos, deux images qui peuvent vous donner une idée un petit peu de ce à quoi peut-être ressemblait justement notre maison du 18e. Ces deux photos sont assez similaires, mais notez que sur celle de gauche, il y a une seule cheminée centrale, alors que sur celle de droite, on a deux cheminées de part et d'autre. Hein. Et on va essayer de voir justement, nous, qu'est-ce que c'est, laquelle de ces deux modèles correspond le mieux à notre habitation, parce que ça va avoir des implications au niveau de l'organisation interne de l'espace, des activités qu'on pratiquait dans différentes zones de la maison, potentiellement aussi sur le niveau socio-économique des occupants, simplement à partir d'une cheminée, c'est autant de choses qu'on peut dire. Et finalement, eh bien, on a ouvert deux autres opérations, plus en retrait, celle-ci de la rivière Saint-Charles, associée à une grande maison du 19e siècle. Donc, c'était les opérations qu'on avait nommées 5A et 5B et qui devaient documenter, c'était des objectifs, documenter les murs est et ouest de cette grande maison probablement construite autour de 1820. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'une de ces opérations a été prise en charge par Antoine Lepage qui va vous raconter dans les prochaines minutes son expérience et ce qu'il a trouvé dans ce secteur du site. Oui, merci beaucoup. C'est ça, donc je m'appelle Antoine, j'étais le stagiaire de deuxième cycle qui était en charge de l'opération 5. Donc, vous avez ici une photo de moi et mon équipe à la fin des fouilles. C'était l'opération la plus récente et je vous avoue qu'être en charge d'une opération, c'était une expérience très particulière, surtout pour quelqu'un comme moi qui a en fait assez peu d'expérience, disons-le. C'est sûr que c'était extrêmement enrichissant, c'était incroyable comme expérience, mais c'était très difficile, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'étais déjà familier avec le travail physique de l'archéologie, certainement. Mon équipe a travaillé très, très fort physiquement et je les en remercie. Moi, j'ai travaillé mentalement beaucoup plus fort que je pensais. En tout temps, être en train de réfléchir à toutes les parties de l'opération en même temps et à répondre aux questions de, bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour cette partie-là? Qu'est-ce qu'on fait pour cette partie-là? Et qu'est-ce qu'on fait pour cette partie-là? C'était beaucoup de travail et aussi toute la paperasse qui est associée à ça, bien sûr, ça demande du temps et c'est pas toujours facile quand on sait pas exactement qu'on fait. On était très bien guidés, disons-le comme ça, et au final, ça a très bien été. Je vais vous parler un peu de l'opération en elle-même. En fait, c'est une opération qui était située autour d'un sondage qui avait révélé un mur en 2019. Donc, dans la partie de gauche, vous pouvez me voir en train de fouiller d'ailleurs, il y avait un sondage qui avait été fait à cet endroit-là et on avait une toute petite portion du mur. Et donc, considérant qu'on savait qu'il y avait peut-être une maison à cet endroit-là, on s'est dit, bon, ben, on va fouiller autour de cet endroit-là. Ce qu'on a fait pour placer l'autre opération qui est à droite, c'est en fait, on savait par les archives et les documents que cette maison-là faisait environ 67 pieds de long. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait deux parties de mur. On avait une partie du mur ouest et une partie du mur nord. Donc, on a décidé de mesurer 67 pieds et de placer l'autre opération à cet endroit-là. Et comme vous pouvez voir, on a réussi, ça a fonctionné. Donc, on s'est retrouvé avec le mur ouest et une partie du mur nord et le mur est et une partie du mur sud. Donc, ça nous a permis vraiment de voir, vous avez ici la taille complète de la maison sur ça ici. Cette maison-là, elle a été construite entre
1800 et 1818 et elle a été détruite autour de 1947. Donc, elle a quand même duré presque 150 ans, disons. Et quand elle a été détruite, ben, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est que tout a été rejeté vers l'intérieur. Parce que ce qu'on a trouvé à l'intérieur de cette maison-là, c'est beaucoup de destruction, en fait. Beaucoup d'artefacts, c'est sûr, mais on les a trouvés mélangés dans de la pierre, on les a trouvés mélangés dans de la brique, dans de la tôle, dans toutes sortes de parties qu'on imagine qui faisaient à l'origine partie des murs intérieurs et extérieurs de la maison et qui ont été rejetés vers le centre, poussés, probablement par de la machinerie parce que les murs sont croches et parfois brisés. Donc, on imagine bien qu'autour de 1950, une pile mécanique qui vient, qui pousse les murs vers l'intérieur. Ensuite, on renterre le tout. Par rapport à cette partie-là qui a été renterrée, je veux prendre aussi une minute pour vous parler d'un objet qui est très récent, vous allez le voir, mais qui était aussi très intéressant pour parler un peu et réfléchir sur la maison. Donc, ce que vous avez ici, c'est une bouteille de Coca-Cola, très classique. Par les marques qu'on retrouve dessus, on peut savoir que cette bouteille-là a été produite en novembre ou décembre 1957. Donc, on se demande comment une bouteille de 1957, pourquoi c'est important? Bien, comme vous vous rappelez, la maison a été détruite en 1947. Et la bouteille, on l'a retrouvée juste où vous voyez le petit X rouge ça, c'est un dessin stratigraphique de notre opération. Donc, on l'a retrouvé dans la couche 8 au X rouge. Ce que ça nous a appris, ça, c'est que environ 10 ans après, ou au moins 10 ans après que la maison a été détruite, bien, on est retourné sur le site et on a renterré la destruction de la maison. Donc, ça veut dire que pendant presque 10 ans, mais cette destruction-là, la maison est restée probablement à l'air libre ou à peu près, avant qu'on décide de revenir 10 ans plus tard pour la fermer. Donc, ça nous a montré, en fait, cette bouteille-là, elle est très intéressante parce que ça nous a montré qu'il y a deux événements différents entre la destruction de la maison et ensuite renterrer la maison presque 10 ans plus tard. Ça nous a été un peu à réfléchir à comment les choses se sont passées. Mais bon, pour parler des artefacts plus en détail, c'est pas moi qui va faire ça. Je vais vous transférer à Mélissa qui va pouvoir vous expliquer tout ce qui s'est passé au laboratoire. Merci Antoine. Alors, ça ne veut pas changer là. Bon. Alors oui, comme il a été mentionné tout à l'heure, les étudiants doivent faire une partie de leur stage à même le laboratoire d'archéologie. Donc, ce stage, la semaine qui vient de passer au laboratoire, mon rôle est de leur enseigner les diverses étapes donc du traitement des artefacts. Donc, il s'agit de numéroter, laver tous les artefacts. Donc, cette partie-là, c'est surtout lors du stage pour le premier cycle. Et aussi, ils doivent documenter des artefacts qu'ils ont trouvés lors de la fouille. Ils font une présentation orale durant le stage. Donc, cette présentation peut les aider à mieux comprendre et documenter leurs différentes couches archéologiques. Donc, c'est une partie très importante du stage. Par la suite, une fois que le chantier école est terminé, le 5 semaines de fouille, il y a une nouvelle étape donc, au laboratoire. Il s'agit de continuer le nettoyage et le numérotage des nombreux artefacts qu'on retrouve sur le site et de commencer à faire ce qu'on appelle un inventaire archéologique, donc faire l'analyse de la culture matérielle. Donc, tous les artefacts doivent être identifiés, comptés et datés. Donc, ça, c'est la partie des étudiants de deuxième cycle de faire ce travail. Et moi, mon travail, c'est de les aider à faire cette identification. Pour ce faire, ils ont besoin de livres de référence, de sites Internet, de collections en ligne. Ça, c'est très important. Et aussi d'utiliser mon savoir et ma grande mémoire donc pour les aider à faire cet inventaire. Ce qui est vu que chaque site archéologique est différent, il faut tout le temps s'adapter un peu à faire l'analyse. Dans le cas du site de la ferme Cadet, le labo vient
chambouler un peu nos couches archéologiques. Donc, c'est très fragmentaire. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons plusieurs fragments. Donc, ça, c'est à peu près la grosseur de tous les fragments qu'on a du 18e, 17e siècle. Donc, c'est très petit. C'est à peu près la grosseur d'un pouce. Donc, c'est de pouvoir les identifier. Donc, c'est parfois plus difficile que la grosse bouteille que vous pouvez voir. Celle-ci, on a été très chanceux. En fait, les vestiges ont pu préserver. Plus les artefacts étaient près des vestiges, mieux qu'ils étaient préservés en entier. Donc, celle-ci est plus facile à dater, à identifier. Donc, il s'agit d'une bouteille de boisson alcoolisée de la fin du 18e, début 19e. Elle est probablement anglaise. Mais les autres, c'est ça, les autres fragments, c'est plus difficile. Donc, nous avons un morceau de faïence ici. Donc, c'est un fragment d'assiette, donc qui daterait de la deuxième quart du 18e siècle. Mais celle-ci est quand même assez relativement facile à identifier. Il s'agit d'une faïence avec le décor, donc c'est facilement identifiable. Par contre, certains fragments peuvent nous poser quelques problèmes, dont le petit fragment ici qui est en jaune et vert. Il s'agirait d'un bout de couvercle d'une théière qu'on appelle une théière melon. Donc, c'est une théière anglaise qui daterait à peu près entre 1760 et 1780. C'est quand même un produit de luxe très recherché. Donc, ça nous a posé beaucoup de questionnements sur le statut socio-économique des habitants de la ferme Cadet. Donc, comme cela, il faut vraiment nous croire sur mesure qu'il s'agit du petit bout ici de la théière. C'est ça. Et sinon, il y a d'autres artefacts aussi qui nous ont posé au début des questionnements. En fait, il s'agit des deux derniers fragments ici. C'est des rejets de production de céramique. Nous savons que le site est à proximité d'un lieu de production céramique, mais on s'est posé la question, mais comment les artefacts ont pu être déposés sur le site, étant donné que le lieu de production est quand même assez, il est proche, mais quand même assez loin. Donc, nous savons qu'ils n'ont pas produit de la céramique ou on a trouvé nos vestiges, mais en fait, ça serait lors du remblaiement qu'Antoine parlait, ou qu'il a trouvé sa bouteille de coke, qu'il y aurait probablement eu d'autres déchets mis pour pouvoir remblayer le trou donc dans les années 1950. Donc, il aurait pris de la terre probablement à proximité, donc qu'il y aurait des rejets de production de la poterie Belle située à quelques mètres, bien, plusieurs mètres, là, mais donc c'est ça. Moi, j'ai bien hâte à cet été pour qu'on trouve les autres morceaux de tous nos autres artefacts. Puis je crois bien qu'on va pouvoir en trouver beaucoup parce que juste pour la théière melon, on a trouvé d'autres fragments, étant à peu près une dizaine de fragments, mais il y a probablement d'autres fragments de ces objets dans plusieurs couches. Donc, c'est de faire le ménage dans tout ça. Donc, merci. Bon, merci beaucoup, Melissa, pour cet aperçu de nos travaux au laboratoire. J'aimerais vous inviter à venir nous voir sur le terrain pendant notre activité porte ouverte qui est prévue pour les dimanches 5 juin entre 11h à 5h. Étant donné que c'est un chantier école, puis un chantier en cours, puis un chantier de formation, on demande à nos amis et nos intéressés d'attendre cette journée-là où on ouvre l'opération, puis on a quelques objets de vous montrer, puis c'est accessible au grand public cette journée-là. Pour recevoir l'invitation ou pour suivre nos activités aussi, vous pouvez nous suivre en tout temps sur nos médias sociaux. Donc, j'ai laissé ici à l'écran notre page Facebook ainsi que notre compte Instagram et on fait une mise à jour régulière pendant les travaux sur le terrain. Donc, j'aimerais à ce moment, on commence la période de questions. Je vous rappelle, j'aimerais d'abord remercier mes collègues ici à l'écran avec moi pour toute la belle contribution puis leur travail ce matin pour ce webinaire. Et je vous rappelle à nos personnes dans la salle
que vous pouvez poser vos questions sur l'outil Réponses et questions ou chat sur le Zoom ou vous pouvez les poser sur Facebook. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Et puis aussi, si vous avez une question sur la culture matérielle et vous voulez poser directement à Melissa, vous pouvez le dire, j'ai une question pour Melissa, etc. Donc, ça serait, moi, je vais arrêter la présentation. On va afficher tout le monde ensemble, puis ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, on invite Stéphane à ouvrir son caméra si possible. J'essaye, il y a un petit bug technique. OK. OK, on va peut-être laisser Stéphane travailler, essayer visuellement mais on t'entend. C'est ça, Stéphane. D'abord, j'ai une question ici. On va peut-être commencer avec une question pour Melissa. Melissa, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être expliquer à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec nos collections après le chantier école ou après la fin de la saison sur le terrain et au laboratoire? Qu'est-ce qu'on fait avec nos collections? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une fois que tout le monde, on a fait l'inventaire et on a déposé le rapport archéologique au gouvernement, plusieurs étapes vont avoir lieu pour la collection. Premièrement, il va y avoir probablement des étudiants qui vont faire des recherches plus approfondies, dont des mémoires sur les collections. Une fois que ceci est finalisé, il arrive parfois qu'on sélectionne quelques artefacts qu'on demande de pouvoir garder à même nos collections de référence comme outil pédagogique parce que ça permet à plusieurs archéologues de pouvoir un peu se familiariser avec le matériel qu'on retrouve au Québec. Mais finalement, on finit par aller déposer les collections aux réserves archéologiques pour anthroposage, mais qui sont quand même on peut faire des demandes pour faire des études avec celles-ci. Donc, il reste accessible pour les étudiants ou chercheurs qui souhaitent continuer leur travail. Oui, c'est ça. Donc, c'est accessible aux chercheurs. OK. Parfait, merci. Je vois aussi qu'il y a Richard qui a une question. Oui. Donc, Richard, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Voici, j'ai une question à M. Noël, mais à tout l'ensemble aussi de l'équipe. Sur la carte de Honorius Sitwell de 1867, on identifie très clairement la villa de Richmond Vale. Je sais que M. Noël, dans son premier document, a écarté cette hypothèse. Moi, je voudrais savoir pourquoi, parce que c'est une réalité historique. Et vous semblez toujours focusé sur Cadet, mais il y a eu d'autres occupations. OK, merci, M. Richard. Stéphane, est-ce que tu veux répondre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais désolé encore, la caméra, ça ne fonctionne juste pas. Très bonne question, Monsieur Blois. En fait, les recherches que j'ai réalisées, en fait, n'ont pas permis. J'ai fait la chaîne des titres. J'ai aucune mention nulle part du duc de Richmond. En fait, l'hypothèse qu'on a mise, c'est qu'il pourrait être, la maison aurait pu être occupée par le duc de Richmond. Il y a certains articles de journaux plus du 20e siècle qui font mention de ça. Puis effectivement, comme vous l'avez mentionné, le plan de Sitwell mentionne Richmondville. Actuellement, les données historiques qu'on a, moi, ne me permettent pas de confirmer là, vraiment hors de tout doute. Puis ça ne correspond pas nécessairement aux données que j'ai, parce que à la période où le duc de Richmond aurait potentiellement occupé la maison, le terrain appartenait à quelqu'un complètement différent. Mais en même temps, comme toute recherche, si on continue nos recherches, ça se peut qu'on trouve d'autres réponses. Dans le sens que ce n'est pas impossible que la personne, le propriétaire du terrain, a peut-être loué sa maison au duc de Richmond pendant quelques semaines pendant qu'il était à Québec. Parce qu'il faut savoir, le duc de Richmond est arrivé, il n'a pas resté très longtemps à Québec. Il est parti en tournée
du Bas-Canada, puis il se fait mordre par un renard, puis il est mort de la rage en route. Donc, il était au Québec pendant juste quelques mois. Là. Donc, oui, effectivement, dans mon rapport, j'ai écarté un peu cette possibilité-là, mais je ne suis pas fermé du tout là, à continuer la réflexion là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'à l'époque, les gouverneurs généraux ou le gouverneur général n'achetaient pas les résidences. Et c'était le régime britannique qui s'occupait de les loger. Moi, je pense qu'il faudrait chercher du côté des archives britanniques pour trouver ces informations-là, mais pas au Canada. D'autant plus qu'il a séjourné de façon très, très courte par ici. Il est mort prématurément et sa famille ont probablement quitté aussi rapidement Québec à cette époque-là. Mais il est quand même intéressant d'aller jusqu'au 20e siècle qu'on nomme encore cette histoire-là du duc de Richmond. Ça a été quand même les gens là, qui ont occupé l'endroit, c'est ce qu'il y avait en tête. Là. Il y avait les belles aussi également, mais il y avait ce nom-là qui revenait souvent. Ils n'ont pas pris ça dans l'air du temps, ces gens-là, quand même. Là. Effectivement. Oui, merci beaucoup. Je pense que Antoine, dans les mentions du site, il y avait quelqu'un qui avait témoigné dans ses souvenirs d'enfance, il a parlé il a mentionné le nom Richmond, n'est-ce pas? Oui. Antoine, est-ce que ton micro fonctionne? On a peut-être un petit problème. On va peut-être continuer. Je reviens à vous, M. Richard, peut-être pour la suite. Oh, Antoine, es-tu capable de me répondre? Non. Antoine a perdu le son. Excusez-moi. On va continuer. Il y a une autre question. Merci, M. Richard. Il y a une autre question ici que je vois avant moi qui aimerait savoir quelles sont nos dates pour cette année. Bonjour Stéphane. Pour cette année, c'est ça, nous avons une équipe de 14 étudiants au baccalauréat qui fouillent avec nous sous la direction de 3 étudiantes à la maîtrise. On a aussi une équipe pédagogique de 4 personnes. Donc, il y a Melissa et Karine qui sont à l'écran avec moi. Et notre 4e joueuse, c'est Laurence Ferland, qui est étudiante en thèse. Elle est là aussi de nous aider de temps en temps sur le terrain. Donc, on a une équipe un peu plus modeste que l'année dernière. Et au lieu de 5 opérations, on va ouvrir 3. Concentré autour de vraiment des vestiges du 18e siècle, comme Karine a montré tout à l'heure. Je note une autre question. Est-ce que ces artefacts peuvent éventuellement se retrouver dans les musées? Je vais peut-être demander à Stéphane de répondre à cette question. Je sais que Stéphane n'est pas spécialiste sur les collections de la Ville du Québec, mais étant donné que c'est notre partenaire pour ce projet, j'aimerais céder la parole à Stéphane. C'est une très bonne question. En fait, oui, tous les artefacts, c'est sûr que ce n'est pas tous les artefacts qui ont une valeur muséale ou d'exposition, mais c'est certain que je pense que beaucoup d'artefacts pourraient faire l'objet d'une exposition éventuellement à quelque part, d'un musée, d'un centre d'interprétation ou un autre endroit là, qui pourrait exposer ces découvertes, effectivement. OK, merci beaucoup. On continue. On a quelqu'un de très gentil qui nous remercie pour cette présentation et qui pose la question, avez-vous parfois recours à des personnes bénévoles sans expérience mais très intéressées? Malheureusement, on ne peut pas vous recevoir sur le chantier, mais j'ai une suggestion. Comme j'ai mentionné, notre chantier est un cours pour les étudiants et étudiantes inscrits à l'Université Laval. Mais si vous suivez sur les médias les annonces de l'organisme pour le mois d'archéologie, il y a souvent des activités où le public est invité et parfois le public est invité à fouiller. Donc, le mois d'archéologie est organisé par l'organisme Archéo-Québec. Donc, je vous invite à regarder cet été leur programmation et on a souvent des projets où on peut participer aux fouilles. Sinon, venez nous voir sur notre chantier, ce chantier cet été, le 5 juin. J'ai une autre question. J'ai une question pour Karine.
est-ce qu'on avait trouvé des traces d'une présence autochtone sur le site lors de nos travaux et peut-être ceux de Stéphane pendant les dernières années? C'est une excellente question parce qu'on peut penser que cet endroit a un très bon potentiel archéologique pour une présence près de la rivière autochtone. Et effectivement, on a des traces fugaces, très fugaces pour l'instant, quelques petits éclats de pierre faits de matériaux qui pourraient provenir de l'extérieur, provenir d'une certaine distance. Alors, c'est peu pour l'instant, mais on semble vraiment avoir une présence. Il faut penser que ces populations-là, en tout cas, si on pense à la période paléohistorique avant l'arrivée des Européens, va laisser des traces. La nature même de ces sites-là sont petits, sont difficiles à identifier, plus difficiles, pas de gros vestiges en pierre. Donc, c'est certain qu'il faut être très à l'affût. Mais ce serait très probable, très, disons, possible de effectivement continuer à retrouver sur le site ou du moins à proximité des artefacts qui attestent d'une présence autochtone possiblement très ancienne à cet endroit-là. Alors, on continue à garder l'œil ouvert pour ça et on semble avoir des indices que oui, il y a effectivement présence à cet endroit-là. Merci pour la question. OK, je vois une autre question qui arrive. C'est de Madame Bello. Elle dit que ma question ne touche pas ce site. Comme on sait qu'il y a eu de nombreux feux dans la ville de Québec, je possède un violon de 1830 qui a été fabriqué par un luthier de Saint-Sauveur qui habitait les lieux détruits par un de ces grands feux. Il a fabriqué environ une dizaine dont seulement est connu. Excusez-moi. Dans toute votre documentation, auriez-vous quelque chose à ce sujet? Merci beaucoup. Et donc, je pense qu'on cherche à savoir qui était la personne qui était propriétaire de ce violon. Merci pour une question. Oui, ce n'est pas une question archéologique, mais je vous invite, Madame Bello, à consulter, si vous regardez les listes des professeurs dans le département des sciences historiques, je vous invite à contacter notre collègue Paul-André Dubois, qui est musicien, mais aussi spécialiste sur la musique. Et je pense que si elle ne connaît pas la réponse à votre question, elle pourrait peut-être vous référer à la bonne ressource pour trouver la réponse. Donc, merci pour cette question. Je vois une autre question. Je continue. On a une question quelqu'un qui aimerait savoir, et je vais peut-être demander peut-être à Karine de continuer cette réflexion avec nous. C'est pourquoi est-ce que les vestiges les plus récents se placent plus loin de la rivière et non pas plus proches de la rivière? Une autre bonne question. Oui, effectivement, on remarque une espèce de changement au niveau du schéma d'établissement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la période récente. Les vestiges du 17e sont très proches de la rivière et on est plus en retrait et sur une partie un petit peu plus haute du terrain au 19e. Alors, effectivement, ce n'est probablement pas une coïncidence et c'est probablement relié aux crues printanières et au besoin de gérer les eaux de pluie sur le site. On s'est rendu compte l'été passé que c'était effectivement très humide et on a dû avoir à gérer ça, à trouver des moyens de gérer l'eau. Dans le passé également, on a d'ailleurs des vestiges archéologiques qui en attestent, des drains, des canalisations pour l'écoulement des eaux. Donc, c'est probablement relié au besoin de s'éloigner de la rivière lors de périodes de crues printanières. En tout cas, c'est ce que l'on croit. OK, super. Merci, Karine. On a une autre question pour Melissa. Melissa, on a quelqu'un dans notre salle qui aimerait savoir, peut-être expliquer à nouveau, que faites-vous avec vos collections? C'est ça,
les collections se sont déposées suite à toutes les analyses qu'on fait. Donc, on les dépose dans des réserves. Mais sinon, la partie, comme c'est ça, après l'inventaire, donc toute la documentation des objets, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on a une documentation, juste pour enchaîner un petit peu, on a une documentation continuelle pendant le chantier école parce qu'il y a des étudiants au bac qui sont au laboratoire sous la supervision de Melissa. Ensuite, il y a nos étudiants en formation professionnelle qui travaillent à nouveau sur leur collection. Et comme Melissa a mentionné, il y a peut-être quelques-uns qui sont sélectionnés pour les projets de recherche un peu plus poussés, comme les mémoires de maîtrise ou intégrés dans les thèses. Puis, éventuellement, tout est déposé à la réserve en collaboration avec nos partenaires à la Ville de Québec. Donc, c'était une très bonne question. Merci, Melissa. J'espère que j'ai bien répondu. Puis, j'ai une dernière question et cette question est pour Stéphane. Est-ce que les opérations, quelqu'un aimerait savoir si les opérations sont ouvertes à l'année longue? C'est une très bonne question. En fait, on se le fait souvent demander. Il y a 2 raisons pourquoi on ne laisse pas une opération de fouille ouverte à l'année longue. Premièrement, il y en a une question de sécurité, parce que c'est sûr que c'est pas très passant, mais quand même, les gens pourraient tomber dans le trou, là, littéralement. Puis aussi, mais principalement aussi, c'est la question de préservation des vestiges. Parce que c'est sûr que si on laisse le vestige exposé aux intempéries, à l'eau, à la pluie, au gel, dégel, ben, ça se pourrait très bien que l'année d'après, on arrive, puis les vestiges sont complètement éventrés, puis tombés, parce que le sol les tient vraiment bien en place. Puis aussitôt qu'on les sort de leur contexte, ben, ils perdent un peu leur stabilité. C'est un peu principalement pour ça qu'on les explore. Et merci Stéphane. Et concrètement, ça veut dire suite à la fin du chantier école, on laisse nos étudiants gradués prendre leurs dernières photos, vérifier tous les détails. Et par la suite, on a l'équipe à la Ville de Québec ou avec nos partenaires avec la Corporation Séchard qui couvre les vestiges. Donc, pour 5 à 6 semaines, on voit un chantier archéologique, puis après, c'est fermé pour l'année afin de les préserver. Je dis que c'est la dernière question, mais on a une autre. Quelqu'un me demande si les étudiants en archéologie à l'Université Laval ont parfois la chance de visiter les sites archéologiques au Moyen-Orient ou en Europe. Est-ce que c'est possible de se spécialiser en archéologie à l'Université Laval? Mais quelle très bonne question. Nous avons parmi l'équipe des professeurs à l'Université Laval, on a une gang et chaque professeur a une spécialisation. Karine Taché à l'écran travaille vraiment sur les analyses sur les céramiques et sur la paléohistoire. On a une collègue qui aborde sur les régions plus froides, l'Arctique et Labrador, en travaillant sur les restes fauniques. Pour ma part, j'ai des collaborations au Québec. Je suis intéressée par les questions qui touchent surtout l'environnement, mais aussi de la période historique, les objets. Nous avons un autre collègue qui travaille sur la pierre taillée, essentiellement sur les objets lithiques. Et notre 5e collègue travaille sur l'île de Chypre, à l'île de Chypre, et puis lui, spécialiste en archéologie classique. Donc, chaque professeur a une spécialisation et parfois, on nous amène les étudiants sur le terrain avec nous sur nos projets ou via nos réseaux de collaborateurs et collaboratrices, on peut aider les étudiants à trouver un chantier. Et pour nous, pour revenir à la question, le baccalauréat, c'est le seul baccalauréat en archéologie à l'Université au Québec et à l'Université Laval. Et donc, un étudiant ou étudiante peut faire un bac, maîtrise et thèse avec nous en archéologie, c'est ça. Et puis, je vois nos questions. Après, excusez-moi, je vais juste vérifier la chat et nos questions. Je ne la vois pas. OK. Après le chantier, la question c'est... excusez-moi. OK. Non, la question que posée n'est pas claire. Je vais juste terminer avec, en vous annonçant
que notre chantier commence le 9 mai et se continue jusqu'au 10 juin cette année. La date de la journée porte ouverte était affichée. Donc, à ce moment, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre présentation aujourd'hui et au plaisir de vous recevoir sur le chantier école ce printemps. Merci et je vous souhaite un excellent fin de semaine. Merci. Bye bye.